Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philosophique. Ce soir, on va s'interroger sur le monde. Comment comprendre le monde? Avec un grand philosophe, Michel Serres, je ne sais pas trop comment présenter. 1m80, 80 kilos. Ouais, pas mal, hein, Ah, bravo, oui. hein, bravo pour le régime. Ancien, ouais, fils de paysan, montagnard, marin, Oui, je sais pas lequel, oui, ouais, oui, tout oui, ça un peu. ça peut se Grand spécialiste évidemment de l'Antiquité et également d'Internet. On en parlera à propos du monde notamment. Ariane Chemin, grand reporter, c'est-à-dire elle voyage à travers le monde et puis aussi à travers la tête des hommes politiques. Nicolas Trong, alors lui il écrit des pièces de théâtre, il fait des livres aussi et puis il dirige la page débat du Monde. Face à eux, nos trois drôles de dames, des grandes dames aussi, des grandes dames de la philosophie, que le monde entier nous envie d'ailleurs, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot. Pendant toute cette émission, vous pouvez réagir, nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, sur hashtag LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite avec vous, hein, à propos de ces 70 ans du monde hein, que nous allons fêter, célébrer aujourd'hui, parce qu'il y a exactement 70 ans que le monde a été créé. C'est une date historique. Alors, vous lisez pas les journaux, vous dites ça. Je ne lis pas les journaux. Je n'ai jamais dit ça. Ouais, vous l'avez dit. Non, Vous l'avez dit. j'essayais de mimer ce que disait Hegel. Hegel disait la prière du matin, la lecture du journal, la prière du matin, le philosophe. Alors ça suppose qu'il faut lire tous les matins le journal. Je ne lis pas le matin tous les journaux. Je ne lis pas les journaux tous les matins, mais je les lis de temps en temps, bien sûr. De temps en temps, c'est-à-dire tout le monde. Quand on est un grand philosophe comme vous, qui voyage beaucoup, Non, il n'y a pas de grand philosophe. Vous lisez le Monde, par exemple, vous lisez quoi, une fois tous les 15 jours Je sais pas. Tous les mois J'ai pas de rythme là, j'ai pas de régularité. Voilà, ça va, ça vient. Vous êtes assez sévère sur la presse, hein. D'ailleurs c'est intéressant de vous avoir ici, parce que, Pas vraiment. sévère sur l'évolution, et sévère même, par exemple, vous dites, à propos des médias, ça m'a frappé, c'est tellement juste, vous dites la télévision, vous en parlez en faisant une grimace, et vous dites, la télévision, c'est le mot mort qui est le plus prononcé. Ah mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une statistique qui est bien connue, c'est mort, cadavre et catastrophe sont les mots les plus répétés, et les images les plus données. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les statistiques. Et qu'est-ce que ça nous apporte, ça, à votre avis? Non, je trouve que, puisque vous parlez des médias et des nouvelles technologies, ce qui est intéressant à dire, c'est que dans les médias, disons, classiques que nous connaissons, il y a peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Tandis que dans les nouvelles technologies, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Et ça change complètement la donne, vous voyez. C'est-à-dire, dans la télé, la radio, etc., il y a peu de gens qui écrivent ou qui parlent ou qui font voir des images, et il y a énormément de clients, de récepteurs, vous voyez. Tandis que dans le réseau, si vous voulez, d'Internet ou des nouvelles technologies, les émetteurs sont du même nombre que les récepteurs. Alors, un jour, et ça fait une grosse différence démocratique, d'une certaine manière. Un jour, vous avez dit quelque chose qui vous résume bien. Décidément, vous connaissez bien mon passé. Vous avez dit, vous savez, on travaille, on regarde les petites fiches, voilà, on regarde toutes les déclarations. Et il y a notamment une déclaration qui est « Plus on est à l'écart de l'actuel, plus l'actuel est éclairé ». Hein, c'est d'où l'importance du philosophe. Il y a quelque chose d'assez vrai là, c'est-à-dire si on colle à l'actualité tous les jours, etc., on risque d'avoir une vision un peu décalée de la société réelle. Vous voyez, pour prévoir vraiment comment la société allait se développer, disons dans les années 50, c'était pas tellement prévisible. Il fallait savoir des choses tout à fait décalées par rapport aux médias, c'est tout, ou à l'actualité. L'actualité n'est pas forcément, si elle est prise tout le temps, comme ça, en temps réel, n'est pas forcément une bonne approche de la réalité de la société. La réalité de la société, ça évolue de façon plus lente et il faut avoir un peu de recul, je crois. Ouais. Bon, alors là, on a nos amis du Monde qui sont jeunes, dynamiques, optimistes. 70 ans, c'est peu. Moi, j'en ai beaucoup plus. Le monde est né après moi. Vous vous rendez compte? C'est des jeunes gens. Mais 70 ans, est-ce que c'est pas l'âge quand même où on commence un peu, ça va moins bien, non? Ah ben, écoutez, alors là... Non, mais il y a un contre-exemple. Il y a un contre-exemple qui est le plus jeune du plateau. Non, monsieur, vous êtes le plus jeune du plateau. D'ailleurs, je vous le fais à chaque fois, bien entendu, vous êtes le plus jeune. Non, je m'inscris en faux. Michel Serres est très jeune. C'est ce que je viens de dire. Le monde, puisqu'en fait, il a eu son choc philosophique et presque métaphysique au moment où la bombe atomique a explosé. Ça a été quelque chose pour lui de fondamental, et quelque chose là qui s'est joué, qui a déterminé toute sa philosophie. Le monde est né aussi avec ça, pas toujours dans les meilleures conditions. Il est né aussi avec cette fin de la guerre.
Et je crois que non, je crois que c'est une histoire qui se poursuit. Bien sûr, Le Monde a 70 ans, mais il a aussi l'âge, quelque part, de Michel Serres, puisque voilà, il est l'héritier de cette histoire-là et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui. Ouais. Il a raison, c'est-à-dire il y a eu une coupure après la guerre qui a correspondu d'abord aux grandes révélations qu'on a eues de la Shoah, etc., mais aussi du fait que Hiroshima et Nagasaki, dont vient de parler Nicolas, a été très important pour ma génération, en particulier pour les physiciens, les biologistes, etc., les chercheurs. Jusqu'à un certain moment, on pensait que la science était toute bonne et seule bonne, vous voyez. Et tout d'un coup, il y a eu cette espèce de crise qu'a engendré Hiroshima et Nagasaki. Et il y a eu beaucoup, par exemple, de physiciens qui sont devenus biologistes parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de continuer à cette voie. Est-ce que le monde ne souffre pas de ce symptôme du mal français, d'ailleurs, qui est que, on le dit pour la France, pour des tas de choses, on le dit en France, en tout cas beaucoup, c'était mieux avant. Hein. Il y a l'idée que le monde, c'était... C'est grand-papa qui dit ça. C'est grand-papa Ronchon qui dit que c'était mieux avant. Oui, mais il y a énormément de grands-papas Ronchon en France. Ah, mais quand on dit c'était mieux avant, il se trouve que j'y étais avant, ça tombe bien. Et c'était mieux alors? Oui, oui, c'était beaucoup mieux. On était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao. Oui, 150 millions de morts, c'était beaucoup mieux, en effet. Aujourd'hui, c'est François Hollande, Angela Merkel et Barack Obama. Pour nous mettre de bonne humeur, je vous propose de regarder la bande-annonce d'un excellent film, parce que il y a une bonne nouvelle aussi avec ces 70 ans du monde. Il y a un film d'Yves Jolande, c'est pas n'importe qui. Il avait fait ce célèbre film sur Georges Frêche, et là il a fait Les gens du monde. Excellent. Regardez la bande-annonce. Il y a un journal de droite qui s'appelle Le Figaro, qui, à mon avis, déconsidère la presse. Il y a de l'autre côté un journal de gauche, Libération. Nous sommes au Monde. Ce que je souhaite, c'est que nous réenchantions l'information. Je trouve qu'on fait les trucs à peu près réglo, moi, je suis de droite. Je trouve qu'on pourrait cogner parfois plus sur Hollande. Moi, je travaille au Monde. Édition spéciale Le Monde. Le Monde, Le Monde. Est-ce que tout est clean? Sur le live, c'est bon? Les synthèses, c'est bon? Ah, ça y est, on a le plan cul. Je pense qu'il faut que vous veilliez à être suffisamment, je sais pas, organisé, c'est-à-dire à venir très tôt ou à partir très tard, j'en sais rien, mais on ne doit pas être en retard sur le papier. Et là, ce matin, j'avais les grosses boules. Le dito dans 15 secondes. Les ventes au numéro du journal papier sont en baisse. C'est vrai que dans ma génération, personne n'achète plus Le Monde, personne quoi. Je vois pas pourquoi on se fait chier tous jusqu'à 2 h du matin et à partir de 6 h du matin. Voilà, c'est tout. Les gens continuent à nous lire parce qu'on est meilleur et parce qu'on fait bien notre travail. La campagne de Sarkozy aujourd'hui, c'est dire qu'il ne faut pas d'étrangers dans ce pays. L'étranger, c'est une menace. Moi, je serais très mal à l'aise de travailler pour un journal qui a appelé à voter Hollande. Est-ce qu'on doit respecter les traditions qui sont là depuis 50 ans et surtout rien changer? C'est pas un kolkhoz ici. Certes, la direction dirige, mais on en discute. Merci pour le kolkhoz. Oh, mais te fâche pas. Ça, on va virer et on va mettre prendre aux pauvres pour donner aux pauvres. Si vous saviez comme c'est artisanal, enfin vous le savez comme c'est artisanal le journalisme. Alors, Les gens du monde, d'Yves Jolande, vous pouvez l'acheter en DVD à partir du 10 janvier. Excellent film. Bon, il y a quelques conneries qui sont dites pendant le film, notamment ces bêtises sur Le Figaro, qui déconsidérerait la presse, je ne sais pas très bien pourquoi. Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Il n'y a pas une suffisance, quand même, toujours du Monde? Un peu, je pense que ça passe avec les années. C'est très curieux parce que ça ressemble pas du tout à Éric Israélevitch, qui est donc le qui était quelqu'un d'ouvert et qui est malheureusement mort comme Molière dans son bureau. Déconsidérer le métier, c'est un peu fort quand même pour Le Figaro, qui est un bon journal. Ça ne lui ressemble pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est émouvant de revoir les images d'Éric Israélevitch, parce qu'à vrai dire, il est mort de stress et d'une sorte de pression monstrueuse qu'il avait à la fois de la rédaction, parce que la rédaction d'un journal, c'est épouvantable, on n'est jamais content. Surtout, vous avez une société des rédacteurs qui est hyper puissante. Vous connaissez ça, on n'est jamais content, on va toujours voir le directeur pour dire c'est pas normal. Et puis il y avait aussi comme les actionnaires qui lui demandaient des résultats. Et je pense qu'il a tellement travaillé qu'il est mort d'épuisement, au fond.
Et on le regrette. Nicolas Tronc, on va s'intéresser un peu à vous là maintenant. Donc vous êtes un personnage très particulier, il y a une pièce de théâtre, Projet Luciole, il y a un livre de dialogue avec le philosophe Alain Badiou, et puis il y a ce que vous faites, le travail que vous faites dans la page débat. Et alors justement, on parlait tout à l'heure de la suffisance, le côté donneur de leçons. C'est quoi le journaliste d'aujourd'hui? Parce qu'il est obligé de changer fatalement, après ce que vient de nous dire Michel Serres, c'est plus le même. Il est obligé d'écouter beaucoup plus la société qu'il écoutait avant. De ne pas se mettre toujours en position de penseur, ce qu'a été le Monde pendant des années, qui disait ce qu'il fallait dire sur ceci ou cela. Non, effectivement, c'est plus le maître penseur, c'est celui qui effectivement essaie de comprendre encore, mais ça c'est toujours le cas, comprendre la société. Par contre, c'est pas non plus, c'est celui aussi qui va quand même, d'une certaine manière, hiérarchiser, qui va faire un travail critique. Je pense que son rôle, c'est aussi l'esprit critique. Je pense que notamment dans les pages débat, c'est ça. Il faut questionner, c'est une phrase qu'on a prêtée à Edoui Plenel, mais que Edoui Plenel disait souvent, mais qui appartient au philosophe allemand Theodor Adorno. C'est aussi penser contre soi-même. Les pages débat, c'est aussi fait pour ça. C'est pas vraiment ce qu'a fait le Monde quand même pendant des années, quoi, où il y avait... faut bien dire, à un moment, tout le monde devait être pour Mitterrand, après tout le monde devait être contre Mitterrand, après, vous le savez très bien, la campagne aussi contre Giscard. Moi, je n'arrête pas de passer des textes contre François Hollande, contre éventuellement le mariage pour tous, contre un certain nombre de choses que nous, on défend, qu'on a pu défendre à un moment donné au journal Le Monde. Donc, on est là pour faire jouer le pluralisme. Ce que voulait dire un peu Éric Izarelevich, c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les moments de crispation, certains journaux de droite ne vont passer que des tribunes de droite, certains journaux de gauche ne vont passer que des tribunes de gauche. On essaie de faire des controverses, de mettre précisément qu'il y ait un peu de friction intellectuelle et encore une fois, voilà, tenter de donner du sens et un peu de profondeur à l'actualité qui déferle aujourd'hui. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'effectivement, il y a une actualité, absolument prodigieusement rapide. Et ça, c'est formidable parce que, d'une certaine façon, tout le monde peut produire de l'information aujourd'hui. Mais je pense j'espère que grâce aux lecteurs, grâce à des journalistes comme vous l'avez vu là, comme Ariane Chemin, Le Monde reste cette référence-là parce qu'ils se disent, eh bien, peut-être que l'enquête d'Ariane Chemin sur telle personne, sur tel sujet, sur telle polémique, eh bien là, on va apprendre quelque chose qu'on n'aura pas ailleurs. Alors, le journaliste aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il est si bas dans l'échelle des valeurs, qu'il est entre le couvreur, derrière la pute, enfin c'est une des professions les moins appréciées de France. Comment vous expliquez ça? Ce qui est frappant, c'est que dans les sondages, effectivement, il est très décrié, le métier de journaliste. Et en revanche, vous rencontrez que des gens qui veulent faire ça dans les facs, tout le monde veut être journaliste. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'opinion qu'on en a et le désir qu'on a de faire ce métier. Moi, je pense que ça vient quand même beaucoup du fait que les journalistes, ils veulent aujourd'hui on leur demande de tout savoir sur tout. Je suis frappée par le nombre d'émissions, de débats où on invite tout le monde au prétexte qu'on est journaliste pour parler de tout, alors que nous, on est le café du... Si on y va, on est quand même comme le café du commerce. Nous ne sommes pas philosophes, comme les trois personnes qui sont ici. Donc on connaît des petites choses sur lesquelles on a pu enquêter, mais on ne sait pas tout sur tout. Donc aller débattre de tous les sujets sur les plateaux de télé toutes les 2 heures, je pense que ça... C'est la faute à la télé, ça y est, on a trouvé le coupable. Mais ça décrédibilise le métier. C'est-à-dire qu'il faut rester assez humble, il faut être des sortes de moines soldats, comme on l'était beaucoup plus... alors pour le coup, je veux pas... Je ne veux pas faire ma décliniste, surtout pas. Parce que on a des émissions, tout le monde dit, le discours de Michel Serres positif, enfin, mais il faut rester quand même modeste, je pense. Michel Serres. Je crois que dans tous les métiers, il y a des généralistes. C'est-à-dire, c'est bien normal qu'un journaliste soit généraliste et ne soit pas spécialiste de tout, mais dans mon métier, il y a aussi des généralistes. Je veux dire par là qu'un philosophe peut être un spécialiste de philosophie des sciences, de philosophie de morale, etc. Mais il y a des philosophes qui veulent tout tenir. D'une certaine manière, et un médecin, il y a des généralistes. Et regardez à peu près dans tous les métiers, il y a des généralistes et des spécialistes. Et par conséquent, moi je tiens beaucoup au fait qu'il y ait, à la fois des médecins, des philosophes ou des journalistes, qui soient généralistes. Oui. Géraldine Mühlmann. Nicolas Truon, la crise de la presse, elle touche tout le monde, même Le Monde. En fait, on ne peut presque pas parler d'un journal sans parler de tous, de ce qui se passe. Bon. Et concernant la presse écrite, je me demande parfois s'il y a encore la place pour un quotidien dans la vie des gens. Waouh! Quoi? Ça vous choque?
Eh ben c'est très bien si je vous choque, c'est pas grave. Je veux dire par là qu'entre le... D'ailleurs le Monde, on le voit finalement, enfin moi je vois comment on le lit parfois. On peut aller assez vite, on peut aller même plus vite qu'il y a, je pense, 20 ou 30 ans, et je ne suis pas en train de dire c'est mieux ou c'est moins bien. Si on veut aller encore plus vite, on va sur les chaînes d'infos. Finalement, alors on a des informations un peu plus précises, bien sûr, hein. Mais si on veut de l'analyse, par exemple, qui était tout de même l'enjeu pour le Monde, on a des tribunes, vous avez raison, mais si on veut vraiment un dossier d'analyse, il existe. Ce sont les suppléments qui sont, je trouve, souvent extraordinairement bien faits. Un dossier sur l'éducation, un dossier sur le temps de travail en Europe, un dossier sur les charges sociales, etc. Et, enfin, moi, je vois comment je fais. Je me dis, ça, c'est formidable. Je le mets sur ma table de nuit. Et après, ça s'empile. Et de temps en temps, je les lis. Et chaque fois, je me dis, ça, c'est du boulot. Mais en fait, Géraldine, je peux me permettre de dire, je suis un peu plus vieux que vous, c'était déjà le cas il y a 50 ans. Hein. Je faisais ça quand j'étais étudiant. Donc, Oui, je pense qu'un certain nombre, à mon avis, de téléspectateurs se souviennent des pages du Monde qu'ils découpaient, qu'ils gardaient dans des dossiers. Ou du Figaro aussi, d'ailleurs, les pages d'Alain Vernet. Oui, bien sûr. Et bien sûr, du Figaro, de Libération, de beaucoup d'autres journaux, bien entendu. Du Nouvel Observateur. Je pense qu'il y a encore une place, effectivement, pour le quotidien aujourd'hui. Parce que, tout simplement, cette demande de profondeur, de donner la profondeur à l'actualité, de donner un petit peu de sens, de prendre un tout petit peu de recul par rapport au flux généralisé, je pense qu'il y a de la place pour le quotidien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est aussi, quand on feuillette un journal, c'est d'aller voir aussi des choses auxquelles on ne s'intéresserait pas nécessairement spontanément. Vous n'êtes pas un fan d'économie, vous n'êtes pas, je sais pas, la vie des idées, parfois ça vous passe un petit peu. Eh bien, vous aimez les sports ou au contraire pas, et vous allez voir justement, en feuilletant comme ça, en étant dans cet espace dramaturgique, vous allez aller voir des choses que vous n'auriez pas pensé aller voir ailleurs, et ça je pense que c'est très important. Michel Serres. Il y a deux choses, il y a le contenu et le support. Je veux dire par là, vous parlez du contenu, mais il y a aussi le support. Moi je connais beaucoup de gens qui ont 20, 25 ans, qui lisent Le Monde sur le portable. Oui, c'est-à-dire, ils prennent plus le support papier, mais ils prennent le support, le portable. Mais ils lisent le journal sur le portable. Il y a pas seulement le contenu. Il y a besoin d'un quotidien, parce que la question de Géraldine Mühlmann, Michel Serres, on a envie d'avoir votre réponse. Il y a besoin d'un quotidien ou pas? Parce que lui dit, on s'en fout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Le problème du quotidien, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des nouvelles toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, etc. Ben, avec les nouvelles technologies, on a des nouvelles en temps réel. C'est-à-dire, on a des nouvelles toutes les secondes, toutes les minutes. On peut avoir les informations qu'on veut. Donc la question est de simplement dans quel rythme on vit maintenant. Est-ce qu'on vit par jour? Est-ce qu'on vit par mois? Ou est-ce qu'on vit en temps réel? On vit par seconde aussi. C'est le temps réel. Mais moi, le journalisme lui-même, c'est ça la question. C'est-à-dire que nous, on vit au temps réel, mais est-ce que le travail du journaliste n'est pas justement de prendre un peu de champ pour pouvoir l'analyser? C'est imprévisible, ma chère. C'est-à-dire, on ne sait pas si demain, après-demain, on vivra dans quel type de rythme et dans quel découpage pour l'information. On ne sait plus. Eliade Abekassis. Alors, à l'heure où tout le monde s'improvise un peu journaliste avec les réseaux sociaux, Twitter, tout le monde envoie des infos, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les journalistes ont un temps de retard par rapport à toutes ces infos qui circulent sur les réseaux sociaux? Et comment voyez-vous l'évolution de votre métier dans ce cadre-là? Est-ce que ça va être vraiment de donner la nouvelle info ou alors de donner une opinion a posteriori après l'info qui est déjà passée souvent? Ce qui est très compliqué, c'est que vous disiez, est-ce qu'on aura besoin d'un quotidien? En fait, ce qui est compliqué quand on est journaliste aujourd'hui, c'est qu'on va vers une sorte d'impensé. On ne sait pas, et en plus ça s'accélère. C'est-à-dire depuis 2-3 ans, on le vit comme journaliste, on voit notre métier qui change tous les jours, très très vite, tous les mois quasiment, et on ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas comment on va travailler, on ne sait pas pourquoi on va travailler, sur quel support. Mais demandez à Michel Serres. Je pense que voilà, on va très vite faire la différence entre l'immédiat. Alors, par exemple, pour le site du Monde, lemonde.fr, ce sera de l'immédiat survalidé avec des équipes très compétentes qui vont essayer d'aller effectivement de vérifier ce que ne font pas les tweets du Quidam. Et puis, évidemment, un journaliste de temps long, comme on dit, où on prendra beaucoup plus de temps encore d'enquêter et on proposera d'autres choses. Je pense qu'on va vite avoir 2 formes de journalisme. Mazarine Pinjot. Oui, moi je me posais la question du référent. Vous avez utilisé le terme de référence, parce que c'était effectivement le journal de référence aujourd'hui un peu en question. Enfin, en tout cas, la terminologie de la référence est en question. Pour ce qui est du Monde, ça c'est un autre débat. Je pense que la question du référent est un peu au cœur de tout ça, des nouvelles technologies, de ce que vous-même développez, Michel Serres, notamment dans Petite Poussette, mais aussi dans Vieux. C'est-à-dire que nous sommes tous des points de perspective, autant regardés que regardants, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autant d'émetteurs que de récepteurs.
Et donc, de ce point de vue-là, de toute façon, notre société fait qu'il n'y a plus de référents à partir du moment où l'info peut venir de partout, etc. Et que peut-être que le journal devient une sorte de centrale de la vérification. En fait, c'est comme ça que vous l'avez utilisé. Je crois pas. Ça, c'est le rôle que jouent, par exemple, nos décodeurs, qui prennent à partir d'une information qui circule, qui prennent les différents points. Moi, je pense que ça doit rester d'une certaine façon un référent ou une référence. Comment peut-il rester un référent? Alors, je fais juste allusion à un passage dans le film d'Yves Geland où il y a toute une conférence de rédaction où on se dit est-ce qu'on appelle à voter François Hollande ou pas? Et donc, il y a un débat très passionné et même très anachronique parce qu'on se dit mais que le monde appelle à voter François Hollande ou pas, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, personne va voter François Hollande parce que le monde appelle à voter François Hollande. Est-ce que vous n'êtes pas là, on revient à la suffisance. On revient à la suffisance, c'est le côté, voilà. C'est pas que de la suffisance, c'est que historiquement, il y a eu un rôle de référent. Or, aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus ce type de référent. Donc est-ce que, à l'intérieur même de la rédaction du Monde, est-ce que vous ne vivez pas un peu en autarcie? Il n'y a pas une forme d'autisme? Ce n'est pas les mêmes problèmes qui se posent quand un leader politique dit, voilà, je me désiste et au second tour, j'appelle à voter. Ça a beaucoup moins de valeur aujourd'hui que ça ne l'avait aussi dans la science politique avant. C'est une question d'autorité, au fond. Est-ce que ce ne sont pas ces autorités qui... Oui, mais là, je vous la pose à vous. C'est moins à vous, à l'intérieur du monde. Pourquoi vous prenez la tête pour ça alors qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, mais quelqu'un dit la même chose que vous. Nicolas Trong et puis Michel Serres après. Mazarine Pinjot, on assiste effectivement à un grand mouvement général, effectivement, de perte d'autorité, de perte d'aura, de perte de référence, etc. On le voit très bien partout. Même les professeurs, il y a quelque chose qui se destitue là, effectivement, au profit de pouvoirs, de micro-pouvoirs aujourd'hui, voilà, qui sont répartis partout dans la société. Certes, il me semble quand même. Et c'est pas simplement quand le journal appelle à voter un tel ou un tel, à mon avis, qu'il est le plus fort et qu'il est le plus référent et qu'il est le plus journal de référence. Mais tout de même, c'est pas parce que d'une certaine manière tout s'effondre qu'on peut pas reconstituer quelque chose qui est de l'ordre du sens, d'une sorte de référence, d'une sorte d'autorité, mais pas du tout suffisante, à un endroit où les informations sont d'une part vérifiées et d'autre part où on leur donne un peu de sens et d'orientation. On essaie de comprendre un petit peu, de donner un petit peu de sens à la désorientation généralisée sur énormément de sujets, je dirais, dans tous les sens. Ça me semble très important. Donc on peut quand même, c'est pas parce que tout se décompose qu'il faut simplement accompagner les choses dans leur chute et non plus vouloir restaurer la vieille autorité du Monde qui discutait face à face, Beuve-Méry, De Gaulle. Donc le Monde a moins de pouvoir qu'avant, Michel Serres. C'est ça, on peut dire. Hein, les journaux ont moins de pouvoir qu'avant. La question qui a été posée là dans les discussions, c'est la question que pose notre ami, c'est la référence. Ça, c'est très intéressant. Alors, d'habitude, on a comme idée une référence fixe. Et prenons un exemple de référent réel. C'est-à-dire, autrefois, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Et la référence était sur la Terre. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'en effet, la Terre tournait autour du Soleil. La référence était au Soleil. Puis on s'est aperçu ensuite que le Soleil, c'était pas la référence, puis c'était une étoile perdue dans la galaxie. Alors la référence, c'est dans la galaxie. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des milliards de galaxies. Alors vous voyez que la référence qui est fixe, à un moment donné, devient complètement mobile. Et c'est ce qui nous arrive socialement aujourd'hui. Et vous, les philosophes, vous le savez, puisque ce problème de la référence avec Copernicien, etc., est devenu canonique dans l'histoire de la philosophie. Eh bien, aujourd'hui, le problème de la référence que vous posez, vous, est une sorte de passage dans les problèmes sociaux de tout ce qu'on a connu en sciences récemment. La référence est mobile et elle est en temps réel. Alors, avant de poursuivre la discussion, un petit extrait, un nouvel extrait, du film d'Yves Geland, Les gens du monde. Regardez. On fait rapidement le menu de demain et Florence, ici présente, va nous parler de Le Monde académique. Donc le principe de ce projet, il est assez simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les filières de recrutement de la presse sont sont un peu toujours les mêmes, tout ce que vous connaissez par cœur, et que ça donne aussi des profils relativement semblables. C'est pas évidemment pas toujours vrai. Donc on va faire un appel à candidature sur qui veut rentrer. Donc le seul critère est d'avoir de 18 à 25 ans, donc aucun critère de diplôme. L'idée est de dire, voilà, il y a une autre façon de rentrer dans la presse. Donc il ne s'agit pas de demander à des gens de faire les mêmes papiers qu'ils ont lus dans le journal. C'est autre chose, c'est les autres sujets, c'est ce qu'on ne fait pas nous. Alors, moi, je m'interroge sur le risque que ça a pour la rédaction et pour
la diversité de formation intellectuelle. Grosso modo, il y a 20 ans, dans le journal, tu avais effectivement des autodidactes, tu avais plein de gens, tu avais des médecins, tu avais des gens qui avaient fait des nattes. Là, je trouve qu'en réalité, on referme depuis des années, et ton système, qui est intéressant, louable, ça m'intrigue un peu. Je pense qu'on doit vraiment être totalement haut de gamme, on doit être valeur ajoutée plus que jamais, et là, on peut rentrer sans avoir fait d'études. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais à l'inverse, tu vois aussi, tous ceux qui sont arrivés en même temps que moi, de ma génération, on vient tous de la même école. Et ça pose un problème moi, aussi. Moi, je conteste qu'on n'embauche que par les écoles de journalistes. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un problème. Bon, alors maintenant, c'est à votre tour, Ariane Chemin. Là, dans ce film, on a bien vu une question qui était posée quand même sur le recrutement du monde. D'ailleurs, dans votre récit, la promo, là, vous racontiez vos années à Sciences Po avec tout le gratin qui est au pouvoir aujourd'hui, à commencer par Copé, votre ami, j'imagine. Non, pas du tout. Donc, alors, non, mais je fais une mise au point parce que c'est un livre très moqueur, parce que j'ai détesté Sciences Po, à vrai dire, comme beaucoup de cagneux qui arrivent dans cette école un peu de la suffisance et du paraître. Donc j'ai détesté et j'ai raconté... Vous étiez avec un Romanov, la vérité, c'est que je ne parlais à personne et que je me souvenais de personne et j'ai refait une enquête dans mes souvenirs pour les retrouver. Malheureusement, j'avais tout raté. Mais je ne me suis pas constituée de réseau parce que je ne parlais à personne. Je rasais les murs et j'ai voulu faire un livre un peu ironique là-dessus. Donc, c'est pas du tout. Pendant le film, là, on voyait une des grandes signatures du Monde, Arnaud Parmentier, pour ne pas le citer, qui disait oui, mais le recrutement maintenant, c'est tous les mêmes, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus comme avant des gens qui viennent de nulle part, comme on l'a connu. Autrefois, dans les journaux, c'était mieux avant. Non, mais il n'y a pas tort. C'est-à-dire que Le Monde fête ses 70 ans. Mais à vrai dire, il y a beaucoup de titres en ce moment qui fêtent leurs 70 ans parce que c'est sur les titres qui sont nés à la Libération. Donc les premiers recrutements, c'était des résistants. C'était des résistants. On embauchait des gens qui avaient fait le coup de poing, qui étaient des aventuriers. Ils défilaient dans le bureau d'Hubert Beuve-Méry. On leur disait, vous connaissez, vous avez été vous battre en Afrique du Nord, venez, vous allez vous occuper de l'Afrique du Nord. C'était comme ça les recrutements après la guerre. C'est intéressant. Après, il y a eu un recrutement, à mon avis, beaucoup plus militant. Dans les années 70-80, effectivement. Il y avait un petit côté secte, il faut bien reconnaître à ce moment-là. Oui, et après, il y a eu effectivement le recrutement par les écoles de journalisme. Alors, j'en parle assez librement parce que je n'en ai pas fait, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu formaté, peut-être, des écoles, avec des filières. D'ailleurs, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que de plus en plus, les patrons de presse, ou les grands patrons de l'audiovisuel ou de la presse, ils veulent absolument avoir leur école à eux. Il y a l'école, alors il faut être directeur de l'école de journalisme de Sciences Po, directeur de l'école de Lille, et puis avoir sa filière de recrutement. Ça, c'est peut-être dommageable. Je pense qu'il a raison, Arnaud Parmentier. Mais il y a au monde beaucoup de normaliens, des HEC, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas leur bac. Les agrégés de philo, ils sont plutôt sur les grandes questions. Voilà, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas leur bac, il y a aussi des gens qui sont en formation professionnelle, et c'est ce que Florence Aubenas a essayé de faire, c'est-à-dire avec son académie, c'est-à-dire mélanger tout ça. Alors, pourquoi la presse n'a pas la cote? Ça, c'est la question, une des questions essentielles qu'on peut se poser, notamment à propos du Monde et de tous les autres journaux. Et Diana Bécassis va vous interroger d'ailleurs sur ce thème. Il faut quand même revenir sur ce qu'elle a dit sur la question de la génération. En effet, elle a dit qu'un certain nombre de journaux fêtaient en même temps les 70 ans. Et en effet, il y a une génération qui, à un certain moment, a inventé une forme d'information, le journal en particulier. Et je crois qu'à chaque génération, il y a des formes en question qui arrivent. Bien, aujourd'hui, il y a une autre forme qui est en train d'arriver. Et c'est une nouvelle technologie qui la donne. Alors, elle n'est pas encore formée, cette forme. Elle est encore un peu ondoyante, un peu diverse, un peu liquide, si vous voulez. Elle n'a pas pris forme, si vous voulez. Mais certainement, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, ça, il n'y a pas de doute. Il y a une génération au monde qui arrive par la technique et ils sont brillantissimes. Ils ont 25 ans, ils sont beaucoup plus agiles que tout le monde. Ils n'ont rien à voir avec la précédente. Et au fond, leur école de formation est différente. Elle est peut-être davantage par les techniques, mais ça ne les empêche pas d'être tout aussi curieux, beaucoup plus rapides, beaucoup plus brillants. Pousser les vieux dehors. Oui, c'est la vie. Vous savez, il y a un mot fondamental qui a été dit par Planck, vous savez, le grand physicien allemand. Il avait fait des découvertes formidables et il avait fait des découvertes alors qu'il était lui-même plutôt passéiste. Il ne croyait pas aux quanta et c'est lui qui les a inventés. Vous voyez, il a donc fait le retournement. Et à la fin de sa vie, on lui demandait « Mais comment la science fait-elle des progrès ?» Oh, il disait, c'est très simple. Ce n'est pas parce que la physique fait des expériences justes ou que les mathématiques démontrent avec précision que la science des progrès, mais c'est seulement parce que la génération n'a pas pris sa retraite. Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. C'est Petite Poucette est une génération originale, absolument originale, et qui annonce un avenir qui n'est pas prévisible pour le moment.
tout simplement. Et c'est ce que vous dites, au fond. Les questions que vous posez, c'est ça. Ouais. Alors Ariane Chemin, dans le documentaire, il y a un moment où vous expliquez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de donner de la chair aux personnages. Et ce que vous aimiez, c'était capturer l'attente dans l'élection, ces moments-là où eh bien, la personnalité des hommes politiques se révèle. Et dans votre travail, vous intéressez effectivement beaucoup à la personnalité, aux histoires de couple. Est-ce que pour vous, le journalisme, c'est cela, c'est l'envers du décor? Et est-ce que vous pensez vraiment que la vie privée des hommes politiques va déterminer le destin des peuples? Et est-ce qu'on ne va pas vers une certaine forme de dévoilement et d'intérêt totalement excessif vers le privé, alors que ce qu'il faudrait peut-être dans le journalisme, c'est avoir un contre-pouvoir plus proprement politique que psychologique? Le journaliste, c'est raconter ce que vous avez sous les yeux. Et c'est pas moi qui m'intéresse aux histoires de couple, c'est malheureusement pour moi, dans 2 campagnes différentes, François Hollande qui a montré ces histoires de couple aux électeurs. Je n'y peux rien. On ne va pas occulter quelque chose. N'oubliez pas Nicolas Sarkozy aussi. Qu'on vous met sous les yeux. Enfin, ça me fascine cette façon de renverser la chose en disant mais écoutez, mais ça n'est pas de ma faute quand même si cette campagne présidentielle, par exemple, de François Hollande en 2007 a été complètement foirée parce qu'il y avait une mésentente, parce qu'il y avait 2 personnes qui ne se parlaient plus, qui étaient le premier secrétaire du PS et la candidate à l'élection présidentielle. Ne pas raconter ça, c'est ne pas bien raconter la campagne. Je suis désolée, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je préférais parler du programme de Ségolène Royal, mais il se trouve que c'est ça aussi. Non, mais c'est ça aussi. Et donc, voilà. Donc, et puis, alors, on nous fait toujours ce reproche, mais le journalisme, c'est ça. C'est quand même et puis, c'est la société qui évolue. Le journalisme, et puis, il y avait aussi une conception de l'homme politique qui est héritée des années 70, qui est aussi celle de l'homme communiste, où c'est aussi vrai à l'extrême droite, où il y avait 2 personnes, et on ne parlait pas du privé, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que le privé était sacré, c'était un espace auquel on ne touchait pas. C'était la conception communiste on de l'homme politique. Énormément Ce n'est plus celle des années 2010, mais ce n'est pas le monde où un journaliste qui le décide, c'est comme ça. Michel Serres. C'est une évolution formidable de la philosophie aujourd'hui. Ça fait plusieurs livres que j'écris et qui ont tous des titres de personnages individués. Vous voyez, c'est-à-dire Hermès, le parasite, etc. Et aujourd'hui, je pense que la personnalité, la personne, c'est-à-dire le personnage, est beaucoup plus intéressant qu'il l'était autrefois. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte peu à peu de l'abstrait, au profit peu à peu de la personne, précisément. Au moment même où on a peur pour le privé, c'est au contraire la personnalité qui arrive en premier rang. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je crois que ce pourquoi, dans mon travail, j'ai toujours été amené à donner, non pas des concepts nouveaux, mais des personnages nouveaux. Vous voyez, des personnes. Et ça tient aussi aux nouvelles technologies, c'est-à-dire à la pensée algorithmique. C'est-à-dire on a moins besoin de l'abstrait et on a de plus en plus besoin d'un concret qui habille l'abstrait. Mazarine Pinjot. Moi, je trouve tout à fait intéressant votre lecture de l'incarnation et de l'idée de la personne qui prend peut-être le pas, enfin de l'individu qui prend peut-être le pas sur l'espace social, bien que justement dans l'algorithme, il y a l'idée qu'il puisse incarner quelque chose qui est de l'ordre de l'espace social. Et la question, justement, à mon avis, que devrait se poser le journalisme, c'est pas tant d'être obligé de suivre ce qui est en train de se faire que de se demander quelle est la distinction entre le commérage et l'information du privé qui va peut-être effectivement nourrir une réflexion sur qui est cet homme, est-ce que cela nourrit sa pensée, etc. J'ai pas trop l'impression que cette distinction soit vraiment interrogée. Oh c'est gentil. Non, mais moi, pas pour vous en particulier. Non, mais j'espère qu'on fait pas de commérage. Si vous saviez le nombre de choses qu'on n'écrit pas, je crois que les gens ne mesurent pas ça. Ils ne mesurent pas la réflexion qu'on peut avoir en disant mais non. Mais vous en avez gardé pour vous, vous voulez dire? Bien sûr, peut-être pas vous, François-Olivier Gisbert, mais peut-être que vous grillez tout voir, mais moi pas. Et accessoirement, il y a plein de choses, effectivement, qui relèvent de la vie privée que je ne raconterai jamais. Donc, mais bien sûr que si, bien sûr que si. Et on s'interroge. Selon quels critères? Non, mais on s'interroge. Par exemple, sur quels critères? D'abord, si ça ne raconte rien de l'histoire, si ça n'apporte rien à l'histoire que vous voulez raconter, ou au récit que vous voulez faire, au portrait que vous voulez faire, ça
ça n'a aucun intérêt. Et puis il y a aussi des règles, par exemple, c'est un peu bête, mais par exemple le mariage, c'est une officialisation. C'est-à-dire qu'on peut parler de quelqu'un avec qui on s'est marié, on n'est pas obligé de parler de quelqu'un avec qui on vit, c'est pas du tout pareil, pour moi en tout cas. Donc je pense pas du tout, je pense pas qu'on puisse dire que Le Monde soit un journal de commérage, je ne pense pas. En revanche, effectivement, je me souviens qu'on avait eu différent parce que vous aviez fait une émission sur Europe 1 où vous disiez la soirée du Fouquet, c'est une soirée privée, elle n'aurait pas dû le raconter. Je me souviens très très bien de cette émission. Vous disiez, c'est incroyable qu'elle ait raconté la soirée du Fouquet. Moi, je suis désolée, la politique, c'est aussi des symboles. Il y avait dans cette assemblée des gens qui ont tous été décorés de la Légion d'honneur après. Il y avait des gens qui ont tous financé la campagne suivante de Nicolas Sarkozy. C'est ça qu'il faut raconter. C'était raconté. Pas la soirée, c'était raconté. Savoir qui boit plus de oui, mais je vous signale qu'en 2007, on ne savait pas encore qu'il serait déposé. Donc il faut poser un décor. Et après, on peut y revenir en disant, tiens, c'est amusant. Parmi les 50 invités du Fouquet dont vous pensiez qu'il ne fallait pas la raconter, eh bien, ils ont tous été décorés. Ils ont, pour la moitié, été mis en examen, accessoirement. Et pour les autres, ils ont financé la campagne. Eh bien, si on n'avait pas dit... Ça, c'est tout à fait oui, mais intéressant. enfin, si on n'avait pas raconté cette soirée... d'attendre un petit peu, justement de ne pas être dans le temps présent. Vous vous trompez parce que c'était un livre-article, en fait. Ça a été un livre qui a été écrit dans la même temporalité qu'un article. Absolument pas. Il a été écrit 4 mois après. Personne... Vous regardez la presse de l'époque, je l'ai fait. Vous ouvrez Le Monde, il n'y est pas fait mention de cette soirée. Vous regardez On savait tous que... le soir, en regardant la télé, on a vu, on a vu. Je peux vous dire, moi je m'en souviens, enfin je me souviens très bien, on a fait ce livre 4 mois après. Personne n'avait parlé de cette soirée, on ne savait pas qui était invité. Non, la télé, ils en parlaient, on n'y était pas. Je peux vous dire que c'était dresser la liste des invités, c'était un long travail d'investigation. Je suis désolée de le dire, mais c'était long. C'est très compliqué de vérifier qui est là quand vous n'avez pas 10 invités, et je pense qu'on a eu bien fait de le faire, et que ça n'était pas une soirée privée, et pour moi la politique, c'est aussi ça. Michel Serres. Je crois que dans la discussion, pour la résumer un peu rapidement, il y a un grand heurt aujourd'hui entre la perte de ce que vous appelez le grand récit, c'est-à-dire le grand projet. Est-ce qu'il y a des grands projets politiques? Il n'y en a plus, en effet. Et d'autre part, l'émergence, en effet, de la personne, comme incarnation, vous le disiez. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une sorte de manque entre la perte des grands récits, c'est-à-dire la perte des grands projets, et d'autre part, l'émergence, en effet, de la personne qui symbolise, le mot symbole a été prononcé, incarnation a été prononcé, et je le ressens dans ma propre philosophie. Vous voyez, j'ai vu émerger sous ma propre plume de plus en plus de personnages, et d'autre part d'un grand récit. Au moment même où on perdait des grands récits politiques, sociaux, historiques, etc., on a récupéré un gigantesque dans les sciences. Parce que maintenant, on a un grand récit, enfin, qui part du Big Bang, etc. Et puis les mots, comment dire... Avec un humanisme complètement nouveau. Mais là, il y a justement un relais à prendre entre la perte de ce grand récit et la découverte d'un nouveau, et cette émergence des personnages qui est forcément amenée par les nouvelles technologies. En effet, aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'abstrait, on peut découper en personnages incarnés. Et ça, c'est à nouveau les nouvelles technologies qui ont tout renversé. Voilà. Alors, donc, si on a bien compris, le journalisme, enfin les journaux n'ont plus vraiment de pouvoir, la presse n'a plus trop la cote. On va s'interroger maintenant sur le grand rap de l'information par Internet, mais avant ça, un petit extrait encore du film d'Yves Geland, Les gens du monde. On regarde. Là, je crois que j'ai 35 000 abonnés sur Twitter, ce qui est pas mal sans être extraordinaire. Tu croises des gens, les gens te connaissent parce que tu as tweeté. C'est devenu un vecteur de ta personnalité. Et à mon avis, même dans le petit milieu parisien, on me connaît plus par Twitter que par ce que j'écris dans le journal. Ce qui a changé quand même pas mal la manière dont on faisait le boulot. Et en fait, cette somme de petites choses, de petits détails apparemment ridicules ou anodins, à la fin, ça peut faire l'histoire. Moi, j'ai eu un petit problème, c'est que les gens trouvent qu'on balance sur le blog les informations à une vitesse telle que ça leur fait un peu peur, les sources. Je te dis un truc, c'est en ligne tout de suite. Les types, ils ont du mal à encaisser. Alors, je parle même pas de Twitter. Twitter, c'est un autre débat. Twitter, c'est les commentaires. Donc ça, ils aiment sans aimer. C'est un débat qu'on peut avoir. Et sur le blog, c'est vrai que c'est un peu chiant. Les types te disent si je vous le dis, vous allez le mettre sur votre blog. Je dis bah oui. Donc voilà. Et avant le délai de viduité de 24 heures, je pense. Ça va mettre brouiller les pistes. Un petit peu. Pour le web, tapez 1. Pour le print, tapez 2. Pour un autre problème, tapez 3. Bon,
alors maintenant, troisième partie, on va parler de la révolution Internet, et notamment en ce qui concerne la presse. Alors, il y a ce livre incroyable, Petite Poussette, avec cette bande. Déjà 200 000, bah non, il faut mettre presque 300 000, parce que ça monte toujours. Petite Poussette, énorme succès, c'est continu, c'est une sorte de livre culte, parce que vous nous racontez le monde dans lequel nous allons vivre. C'est de nouveau un personnage, c'est-à-dire, je n'ai pas expliqué les nouvelles technologies avec des mots abstraits, mais j'ai créé un personnage, d'ailleurs, Petite Poussette était déjà connu par les contes d'Andersen, mais qu'est-ce que ça fait? Mais de nouveau, c'est incarner ou symboliser le monde dans lequel il vit. Alors effectivement, c'est une nouvelle génération, c'est un personnage. Bon, au sens, on en a parlé tout à l'heure. Ce personnage, vous nous définissez le monde de Petite Poussette. Oui. C'est quelqu'un qui va vivre jusqu'à 80 ans. Je l'ai appelé voilà, qui habite en ville, qui est un urbain, qui vit dans un monde virtuel. Mais c'est pas vrai qu'il est urbain. Qu'est-ce que vous racontez? Non. Oui, les gens de la campagne utilisent beaucoup plus Internet que nous-mêmes, que ceux qui sont en ville. Allez donc à la campagne, vous allez voir. Ah, j'y vais beaucoup, mais oui, alors, ça passe mal. Vous devrez regarder. Les paysans sont au courant de tout ce qui se passe sur Internet. Ah, oui, ils ont même Internet sur le tracteur. Bon, alors, la grande révolution que vous nous décrivez, c'est quand même au niveau de l'information. Maintenant, il y a plusieurs lieux de pouvoir et de parole. Il y a le journal. C'est pas plusieurs, c'est tout le monde. Tout est éclaté. Il y a les sachants qui font leur petit truc de leur côté. Et puis, l'homme de la rue, le citoyen qui est devenu journaliste et qui est devenu Qu'est-ce que c'est ces catégories-là? Qu'est-ce que c'est ces catégories? Ces catégories-là même ont explosé. Il n'y a pas les sachants d'un côté, etc., l'homme de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est du passé, mon vieux. Bien sûr que non. Mettez-vous au courant. Il y a autant de... C'est trop compliqué. Il y a autant d'émetteurs que de récepteurs, c'est tout. Et imaginez que si vous pensez à l'effet avec le modèle de la Tour Eiffel, le modèle conique, avec peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs, vous êtes dans un passé révolu. Vous voyez, tandis qu'aujourd'hui, on est tous en réseau. C'est-à-dire, il y a une horizontalité donnée. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tous les points du réseau sont des sommets. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les définit en topologie combinatoire. Mais ce qui nous réunit tous, c'est Google. Ça, c'est le référent. Et ça, c'est le nouveau référent qui nous impose ce que nous pensons. Parce que nous pensons par Google. Et ce que nous cherchons, Google nous le donne. Autrement, nous nous informons aussi par Google. Attendez, vous dites ça et vous avez raison. Non, on ne s'informe pas. On ne s'informe pas parce qu'on reçoit ce qu'il nous propose. Et ce qu'il nous propose l'est suivant certains critères que Google va décider. Notamment, absolument, Wikipédia, par exemple, qui est truffé de fausseté, d'erreurs, et qui est une vraie nescience. Et on s'imprègne de ça. Alors, défendez Wikipédia. Il y a plusieurs questions dans ce que vous posez. Premièrement, Wikipédia. En effet, il y a des erreurs dans Wikipédia. Oui, enfin, plus que ça, même des ramassis de conneries. Je suis même l'auteur de certaines erreurs que j'ai lancées dans Wikipédia. Et j'ai chronométré en combien de temps l'erreur disparaissait. Or, on sait maintenant, par des études très sérieuses, qu'il y a autant d'erreurs dans l'Encyclopædia Universalis. Seulement, elles ne sont pas réparables. Maintenant, on va parler de Google. Bien sûr, Google est notre propriétaire, d'une certaine manière, notre référence. Mais n'oubliez pas que lorsque Google a été accusé, d'une certaine manière, de surveiller tout, j'appelle ça sous-veiller, non pas surveiller, mais sous-veiller, et que même il surveillait le portable de Mme Merkel. Mais il y a un type qui l'a dit, un type qui l'a dénoncé, et du coup tout le monde sait que Google est responsable. Vous voyez, c'est-à-dire tout d'un coup, on s'aperçoit que celui-là même qui l'a dénoncé avait presque autant de pouvoir que Google soi-même. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que chaque point est un sommet. Vous voyez, celui qui l'a dénoncé, tout le monde l'a dit, et tout le monde a Mais Google vraiment exerce un contrôle sur la société tel que le prédisait Deleuze. En nous observant, on croit que c'est nous qui observons Google, mais en fait, il récolte un certain nombre de données qui est la vraie raison d'être de Google. Alors, écoutez, c'est très simple. Si vous regardez comment s'est développée la nouvelle technologie, il y a eu d'abord les constructeurs, IBM, le hard, si vous voulez, le dur. Ensuite, un second étage de la fusée, ça a été le soft, disons, Microsoft, etc. Un troisième étage, ça a été les applications sociétales, c'est-à-dire tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire Google, Facebook, etc. Et j'attends le quatrième. Il y aura un quatrième, c'est-à-dire le moment où précisément on aura une alliance réelle entre le soft et le hard, entre le dur et le doux. Voyez, et ça, c'est pas encore donné, mais ça arrivera un jour. Je veux dire par là, si vous voulez, que j'ai dit tout à l'heure, en essayant de résumer la discussion, qu'il y avait des problèmes nous ne pouvions pas prévoir. Il
il y avait des problèmes d'imprévisibilité aujourd'hui. Et on est dans ce changement de phase d'imprévisibilité. Et je ne sais pas effectivement comment le droit va changer. Parce que le problème que vous posez sur Google est un problème de droit privé, de droit civil, et de droit commercial, et de droit international. Et de droit d'auteur. Et voilà. Et à un certain moment, les juristes sont en train de travailler beaucoup sur ces questions-là. Donc, à un certain moment, le droit va rattraper le pouvoir en question, tout simplement. Alors, Michel Serres, Mazarine Pageot a beaucoup de questions à vous poser. Oui, on va l'écouter. J'ai déjà commencé par une. Cette multiplication des perspectives, oui. Puisque nous sommes tous de nouvelles perspectives, exact. on vit en réseau. La question qui se pose et qui se pose aussi pour le monde en tant que journal, en tant que journal papier, en tant qu'un support physique, matériel, c'est la question de l'espace commun, de l'objet commun et de l'espace commun. On a l'impression qu'on ne peut plus penser l'espace commun, ce qui est aussi un problème politique. Où est l'espace commun? Parce que dans la perspective leibnizienne, à la limite, il y avait un plan préétabli. Mais si Dieu n'existe pas et que nous ne sommes que des monades avec que des perspectives sur quel monde alors? Alors, la question est fondamentale parce que c'est elle précisément qui décide du monde de demain. Bon, la réponse, je crois, peut être assez claire. C'est vrai qu'aujourd'hui, à peu près toutes nos anciennes appartenances sont en train de se défaire. Aussi bien le couple, il y a beaucoup de divorcés, aussi bien les équipes, aussi bien les quartiers, aussi bien les villes, aussi bien les partis politiques, aussi, vous voyez, les paroisses sont en train de se déditer. Et un des grands problèmes philosophiques d'aujourd'hui, c'est quelles sont les nouvelles appartenances qui vont les remplacer. Vous voyez, et tout le monde, aveuglément, plus ou moins, est en train de chercher les nouvelles appartenances. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de les construire. Vous voyez, quelles nouvelles appartenances seront demain décisives pour définir ce que vous appelez l'espace commun? Il y aura des espaces communs, il y en a déjà de plus en plus. Je ne sais pas moi, il y a des nouvelles, il y a même de nouvelles monnaies qui sont en train de se créer, les sols, vous les connaissez. C'est-à-dire à peu près dans l'espace européen, il y a 20, 30, 40 monnaies locales qui sont en train de se reconstituer. Donc, la question que vous posez est fondamentale à la fois sociologiquement et politiquement. C'est-à-dire on est au 3e, 4e étage de la fusée, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles appartenances. Alors vous avez une autre question fondamentale la plupart des jeunes sont parfaitement au courant de ce qu'il faut en effet construire. Ces nouveaux espaces, ce sont tous les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Non, parce que c'est pas vraiment un espace. Les réseaux sociaux sont très larges, vous voyez ce que je veux dire, et peu à peu ça se... Pardonnez-moi, mais là encore, Michel Serres, vous avez tout à fait raison. Il me semble que dans ces grands mouvements de révolutionnaires qu'on a connus depuis les printemps dits arabes, etc., la volonté d'occuper les places, de retrouver l'espace public, la centralité... D'inventer de nouvelles places qui n'ont rien à voir avec les places d'avant. Me semble un mouvement, pour le coup, qui, à la fois, n'invalide pas du tout ce que vous dites, loin de là, effectivement, il y a des réseaux, etc., mais retrouver l'espace public par la place... aussi la grande place publique d'une capitale. Ça a été un mouvement important, même si cette place pouvait vivre virtuellement un petit peu partout ailleurs, puisqu'au fond, cette révolution des places, elle a franchi les frontières. Je pense qu'il y a les deux mouvements. Il y a un besoin, encore une fois, d'endroits, de lieux fixes, quelque part, symboliques, et puis il y a effectivement quelque chose qui se virtualise. Qu'il y a un nouveau privé à inventer, vous l'avez dit tout à l'heure, que le privé est en train de branler, il y a un nouveau privé à inventer et un nouveau public à inventer, un nouvel espace public. C'est pas avec les anciens espaces publics que vous retrouverez l'équilibre, jamais. Absolument. C'est fini, ils sont tous finis. Absolument. Alors ça pose aussi, mais d'une certaine manière vous avez commencé à y répondre, la question du corps. Parce que quand on lit Petite Poucette, et dans Yeux aussi, l'aspect physique, le positionnement du corps, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans la rue, etc., évidemment pose la question de l'espace, mais pose aussi la question du corps propre. On a l'impression qu'il disparaît. Et ça questionne quand même beaucoup nos nouvelles identités, nos nouvelles appartenances aussi, et c'est pour ça que vous avez raison de reparler de la place, de la place physique, de la place publique où on se retrouve, où les corps se retrouvent. Parce que là, dans ce monde virtuel, on peut se demander où se situe le corps. On a de moins en moins besoin de jambes, d'ongles. Non, c'est une question très fondamentale, l'effet qu'elle pose. Et regardez, lorsqu'on a inventé l'imprimerie, la même question s'est posée, parce qu'il y avait des gens qui se perdaient dans le livre. Et il y a un homme de génie qui a fait peut-être le livre le plus important de l'humanité, qui s'appelait Cervantes, et qui a créé un personnage qui, précisément, vivait dans le virtuel seulement. Tu te rappelles? Et chaque fois qu'il voulait un enfant, il voyait un géant des romans de chevalerie.
il était complètement ivre de livres, il était dans le virtuel. Et à côté de lui, il y avait son Chopin, ça sur son âne. Heureusement qu'il était là, son Chopin, ça. Qui était le corps. Vous voyez, là aujourd'hui se pose exactement la même question entre le virtuel, en effet, excessif, qui peut perdre certaines petites poussettes, c'est certain, et la demande du corps, vous voyez. Mais c'est exactement le problème qui a été déjà posé une fois avec l'imprimerie, et encore autrefois quand on a inventé l'écriture. Entre Socrate et Platon, il y avait la même difficulté, vous voyez. Et aujourd'hui, on est en train de jouer l'acte 3. On est joué l'acte 3 entre le virtuel et le réel, le dur et le doux, l'âme et le corps. Et ça, c'est passionnant de voir qu'on est en train précisément de rentrer dans la troisième phase en question. Vous, c'est pas c'était mieux avant, c'est plutôt ce sera mieux plus tard. Alors justement, en fait, on ne sait pas comment ce sera. Donc, si je mets une touche d'inquiétude, c'est pas du pessimisme nécessairement, mais c'est pour discuter. Oui. Alors, je trouve il faut bien des vieux cons pour faire une émission. Hein. Comme nous. Donc, voilà. Vous dites, et on l'a vu, effectivement, ça marche très bien pour analyser la presse. Il y a plus d'individus incarnés, et du coup, c'est un principe narratif formidable. L'individu, bon, les portraits, vous le savez bien, Ariane Chemin, et c'est vrai que les politiques aussi sont de plus devenus des individus. Il y a même un nouveau narratif qui est dans le secret, du coup. Et dans les réseaux sociaux, etc. Mais je veux bien que ça apporte des choses narrativement et en compréhension. Mais je me demande aussi si l'essentiel de ce qui se joue dans le monde d'aujourd'hui n'échappe pas complètement à cela, si nous ne sommes pas complètement à côté de la plaque. C'est parfaitement désincarné, les flux financiers, les grandes évolutions démographiques, je sais bien que c'est des gens, mais on n'arrive pas à le penser. Déjà, moi, quand il y avait la bourse au palais, je comprenais rien, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais alors là, je veux dire, c'est très compliqué. Or, l'information, aujourd'hui, elle a absolument besoin de données à comprendre ça. Et personnellement, c'est ce que je cherche partout dans les dossiers. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Or, je crois que c'est tellement difficile. Bon, il y a une chaîne d'infos, elle n'est pas du tout plus mauvaise que les autres, mais qui a une expression, je trouve, tout à fait intéressante. Ça s'appelle la newsroom. L'info au cœur de la rédaction. Pour moi, le journalisme, c'est la rédaction au cœur de l'info. Mais finalement, c'est parce que nous ne pouvons pas vraiment y aller au cœur de l'info qu'on se trouve dans l'info ce qu'il faut pour faire une bonne rédaction qui raconte bien des histoires. C'est pas du tout une critique de cet endroit-là, c'est une réflexion sur la difficulté du métier aujourd'hui. On n'arrive pas à faire comprendre le monde aujourd'hui aisément. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que ça touche une double révolution, ma chère. En effet, Petite Poussette est née dans les années, disons, 90-95, au moment où le portable est devenu individuel. Mais avant, il y avait eu des révolutions fondamentales qui s'étaient déjà passées. En effet, il y avait eu, après la guerre, la découverte de la médecine qui guérissait. Et donc, l'espérance de vie s'est mise à bondir, n'est-ce pas? Et avec une démographie, depuis que je suis né, et ça n'est jamais arrivé dans une vie humaine, la démographie mondiale s'est multipliée 2 fois par 2. Il n'y a pas de vie humaine auquel c'est arrivé. Vous voyez. Donc il y a eu une évolution là, à la fois médicale, touchant l'espérance de vie, etc. Et puis un retournement complet du rapport ville-campagne. C'est-à-dire, il y avait 75% de paysans en 1900, il y en a 0,8% aujourd'hui. C'est-à-dire le grand événement du XXe siècle, c'est la disparition des paysans. Voyez. Et donc, la Petite Poussette est arrivée au moment où on changeait de vitesse. C'est-à-dire les nouvelles technologies sont arrivées au moment précisément où le changement de monde avait déjà eu lieu. C'était plus la même vie, c'était plus la même naissance, c'était plus la même mort, c'était plus la même longueur de vie, etc. C'était plus le même monde, vous voyez. Et tout d'un coup, les nouvelles technologies sont arrivées au moment même où ce monde avait déjà changé. Et donc les évolutions dont vous parlez précèdent les nouvelles technologies et ne sont pas les conséquences de nouvelles technologies. Elles sont la conséquence d'un autre type de révolution. Pour vous répondre, Gervais Limonman, je trouve que précisément le rôle du journalisme, du journalisme, ça peut être ça, un peu donner des visages, des corps aux flux. Ces flux migratoires, c'est faire des portraits de ces gens-là, pourquoi ils passent par tel endroit, c'est ce qu'on essaye de faire au Monde, c'est ce qu'essaient de faire plein de collègues, beaucoup de journalistes. C'est aussi donner des corps, des visages derrière, des chiffres, des flux financiers, des portraits incroyables de traders, etc., de gens qui ont sauvé des choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, de ce point de vue-là... Je ne suis pas sûre que ce soit le cœur des portraits choisis journalistiquement. J'espère que c'est ce qu'on fait. Je ne suis pas là pour, je veux dire, voilà, vendre à tout crin tout ce que
l'on fait le monde. Mais je pense que c'est les questions qu'on se pose précisément. C'est donner corps à ce monde qui est en train de se virtualiser. Et se virtualise pour d'excellentes raisons. Mais aussi, il y a une sorte de perte, là encore une fois, de repères, mais très simple. Enfin, je veux dire, on finit par voir plus des statistiques, des flux, et plus de visages, plus de corps. C'est un peu notre rôle, c'est ce que font notamment les reporters du monde. C'est pas une perte, c'est pas une perte, c'est un changement de phase. C'est-à-dire, nous pensions dans le solide, il faut penser dans le fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Nous pensions par des références comme si on était dans un cristal qui avait des directions avec des choses fixes. Non, non, on est aujourd'hui dans un monde aérien, fluide, mouvant, etc. Mais c'est beaucoup plus passionnant que le monde fixé. C'est beaucoup plus passionnant que le monde cristallisé. C'est un monde fluent. Et donc, en effet, il n'y a pas des repères, etc., mais il y a des personnages comme ça qui passent, etc., et qui désignent la réalité du monde dans lequel ils sont. Alors, qu'est-ce qui nous fait du bien, quand même? Comment? Ce Michel Serres. Parce que Petite Poussette, c'est ça, c'est le personnage. Mais déjà, il y a 50 ans, j'avais fait Hermès, qui déjà était un personnage qui annonçait, en effet, Petite Poussette est finalement que l'arrière-petite-fille de Hermès, vous voyez ce que je veux dire, que j'avais écrit il y a déjà 50 ans. Petite Poussette, à qui vous dites qu'elle a quand même la tête coupée. Alors je veux bien que vous soyez un enthousiaste de l'avenir, mais vous dites quand même que ce sont des gens qui n'ont plus de tête. Hein. Ah non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Saint-Denis avait la tête coupée. Ça veut dire que lorsque vous avez votre ordinateur devant vous, vous avez en effet de la mémoire, des images et des manières de l'information opératoire et des manières de l'opératoire. Donc vous avez exactement les trois facultés qu'autrefois vous aviez sur la tête. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de tête. Ça veut dire que l'information morte est là et que l'information vive est au-dessus de votre cou coupé. Et d'ailleurs, ce diagnostic, Montaigne l'avait fait déjà. Lorsqu'il dit « il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine », c'est que la tête bien pleine était déjà sur ses bouquins, sur sa librairie. Et maintenant, il avait besoin d'une autre tête. Petite Poussette a une autre tête, c'est tout. Bon, cette émission est terminée. Je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Michel Serres. Michel Serres, il y en a pour tout le monde. Hein. Bon, il y a Petite Poussette, donc livre culte qui va sur les 300 000 et peut-être demain 400 000 exemplaires vendus. Vous pouvez offrir Omniscience ou bien musique. Hein. Et puis, Ces yeux de Michel Serres. Ariane Chemin, ben, je vous renvoie à ses œuvres. Hein. D'abord, il y a la promo, il y a La nuit du Fouquet's dont on a parlé, et il y a beaucoup d'autres livres. Nicolas Trong, il y a cette pièce de théâtre Projet Luciole, publiée aux éditions Vénénum. Oui, vous avez aimé, je crois. Beaucoup, beaucoup, c'est formidable. Très bien. Il y a ce livre aussi, Résistance intellectuelle, les combats de la pensée critique. Et puis, il y a, ça c'est présenté par vous deux peut-être, hein, c'est les 70 ans du monde. Attention, comme m'aurait dit Céline, quand ça tombe, ça fait mal aux pieds, parce que c'est très très lourd, ça doit faire une dizaine de kilos. C'est aux éditions Flammarion. Merci à vous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et comme on dit à Marseille aussi, bon boudin et à bientôt.